Bon voilà, c'est parti, bonjour à toutes et à tous. Alors un petit peu de musique aujourd'hui, Disco Ensemble, un groupe de punk, un peu des punks là de Finlande aujourd'hui. Oh là là. Le titre de ce morceau c'est This Is My Head Exploding. Ah moi j'ai la tête qui explose là, je n'en peux plus là ces jours-ci. Je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué parce que je suis fatigué de parler de monnaie, je suis fatigué de parler de géopolitique, de tout ça quoi. J'ai envie d'aller à la campagne. Je souffre du syndrome de la cabane. Voilà, c'est tout. On va tous finir dans des cabanes en bois au fond des forêts. Je ne vois que ça comme solution, à faire des potagers et à élever des poules et manger des œufs. Voilà. Moi, je crois que c'est comme ça que ça va finir. Parce que bon, cette histoire de monnaie là, mais la monnaie, voilà, c'est ça le titre. C'est ça le titre de ce mini-show. La monnaie, c'est la guerre. La monnaie, c'est la guerre. Le pouvoir, c'est la guerre. La psychopathie des dirigeants, c'est la guerre. Nous vivons sous la coupe de gens qui n'ont aucun scrupule à tuer. Comment voulez-vous qu'on puisse s'en sortir? Comment voulez-vous qu'on puisse lutter? On n'est pas du tout au même niveau. Et en plus, avec les djihadistes, avec les fanatiques, on est face à des gens qui non seulement n'ont aucun scrupule à tuer, mais qui en plus n'ont pas peur de mourir. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a de la folie dans le monde. Moi je dis, nous sommes dans la situation d'une femme battue, et sa seule solution c'est de se tailler, c'est de tailler la route, de se faufiler dans les interstices du système et de se cacher quoi. Moi je vois que ça là en ce moment, c'est terrible, hein, c'est terrible. Ah oui, non mais j'ai pas le moral hein, moi je vous le dis. Je vous le dis, voilà. Eh oui, c'est comme ça. Bon, j'ai étudié un peu l'histoire de la monnaie et des guerres. Mais c'est hallucinant. Des fois en conférence, il y a des gens qui me disent mais comment ça se fait que les gouvernements ne reprennent pas le pouvoir de créer la monnaie? C'est très simple. Voilà, en ce moment, c'est les banques qui créent la monnaie, qui endettent universellement tous les agents non bancaires, les collectivités locales, les particuliers, les ménages et même les États. Donc voilà, il faut sortir de ce système-là. Que les États reprennent la création monétaire. Allez hop, on vote et puis voilà, après on dirige nous-mêmes notre propre futur et on n'est plus endetté. Si la monnaie est créée sans dette par l'État, et alors encore mieux sous forme de revenu universel. Et les gens me disent, mais ça fait combien de temps que ça dure cette affaire-là? Mais ça fait des siècles. Ça fait des siècles. Je suis remonté jusqu'à 1694. Bon, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. 1694, c'est la création de la Banque d'Angleterre en Angleterre. La Banque d'Angleterre qui prend le monopole de la création de la monnaie pour la couronne d'Angleterre et qui endette la couronne d'Angleterre, qui endette l'État, qui crée la monnaie à partir de rien. Toujours, la monnaie se crée toujours à partir de rien, puisque c'est des unités de compte. Donc celui qui crée les unités de compte met forcément les unités de compte à son passif. Et il crée les unités et il les émet. Et du coup, ça vient à l'actif de toute la population qui doit rendre une partie de cette monnaie sous forme d'impôt. C'est un circuit comptable, quoi. Bon, donc qu'est-ce qui s'est passé en 1694 en Angleterre? Eh bien, la Banque d'Angleterre a été créée par, évidemment, un consortium de banquiers qui ont dit, voilà, nous, on crée la monnaie pour vous. Bon. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, ça s'est déplacé aux États-Unis. Alors, bon, je passe très vite, hein, parce que sinon, il y en a pour des heures et des heures. Mais en gros, les États-Unis ont été créés sous forme d'une couronne, d'une colonie de la couronne d'Angleterre. Une colonie, voilà, comme nous, on avait des colonies, l'Algérie était une colonie, c'était un département français, avec la même monnaie, avec la même armée, la même police. Bon bah, aux États-Unis, c'était une colonie anglaise. Voilà, c'était l'Algérie de l'Angleterre, si vous voulez. Et donc, il y a eu une guerre d'indépendance, voilà. Et donc la première guerre d'indépendance, en 1791, elle s'est faite contre le roi George III, qui a refusé que la colonie puisse émettre sa propre monnaie. C'est ça le premier conflit entre les États-Unis et l'Angleterre. Et donc, pour éviter ça,
a été créée aux États-Unis, la première banque des États-Unis, la première banque centrale des États-Unis. C'est pas la Fed, la première banque centrale. La Fed, c'est la troisième banque centrale. La première banque centrale des États-Unis, elle a été créée en 1791 et elle a imprimé des billets en endettant le Congrès des États-Unis qui venait de naître, en endettant la population et l'État des États-Unis qui venait de naître. Et donc c'était une charte de 20 ans, c'était valable 20 ans. Ils ont dit voilà, on fait de la première banque centrale des États-Unis, mais pas pour plus de 20 ans, on fait un contrat. 20 ans après, c'est-à-dire en 1812, évidemment, le Congrès a compris le truc, parce que les politiciens se rendaient compte de ce qui se passait à l'époque. Ils n'étaient pas complices avec le système bancaire d'endettement généralisé à l'époque, parce que peut-être ils n'en profitaient pas autant que maintenant, et donc le Congrès a voté contre le renouvellement du contrat avec la première banque centrale des États-Unis. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Angleterre déclenche une guerre contre les États-Unis, la guerre de 1812. Alors ce qui est très curieux, c'est que ce sont les États-Unis qui gagnent la guerre, et donc les Anglais quittent les États-Unis, mais n'empêche que parmi les accords de paix, il y a eu la création de la deuxième banque des États-Unis, the Second Bank of the United States of America. Et donc cette banque-là, pareil, une nouvelle charte de 20 ans, reprend la création de monétaire qui échappe à l'État américain. Et donc on reste dans un système de domination et d'endettement de l'État par un groupe de banquiers. Bon. 20 ans après, 1832, Andrew Jackson, il se fait élire, Andrew Jackson, le nouveau président des États-Unis, il se fait élire et il dit « Moi, je me fais élire pour que nous ne renouvelions pas le contrat avec la deuxième banque centrale des États-Unis. Il faut sortir de ça. » Tentative d'assassinat. Il manque de se faire assassiner. Zachary Taylor, son successeur, empoisonné. 1857, James Buchanan, empoisonné. Et donc évidemment, on se retrouve face à un pays qui reste dans un système de banque centrale qui émet la monnaie à sa place, qui émet la monnaie à la place des citoyens, et qui fait payer la monnaie, qui fait payer le loyer de la monnaie tout le temps. Voilà, c'est ça qui se passe. Bon, après, la guerre de sécession. Donc c'est une guerre entre deux blocs à l'intérieur des États-Unis. Abraham Lincoln, qui veut financer cette guerre pour faire l'unité des États-Unis. Il a besoin de crédit. Il demande à la Banque d'Angleterre et à la Banque centrale des États-Unis, est-ce que vous pouvez financer ça? La Banque centrale d'Angleterre demande 30% d'intérêt. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il invente le dollar, il invente le greenback. C'est-à-dire qu'il imprime sur des bouts de papier une certaine valeur et il paye ses soldats avec ça. C'est ce dont on a parlé depuis des mois, des années même. C'est ce que nous raconte David Graeber dans son livre. L'émission monétaire sert en priorité aux États à financer les guerres et à financer les armées. Et donc, M. Abraham Lincoln, il imprime des greenbacks et il finance sa guerre de sécession. Évidemment, après la guerre de sécession, il veut continuer à garder cette autonomie financière. Et là, tentative d'assassinat sur tentative d'assassinat, crise, bon, je vous passe les détails, mais en 1896, une quarantaine d'années après, le gouvernement émet des billets du gouvernement, et donc court-circuite la Banque centrale, et le président William McKinley, se fait assassiner en 1901. Et là-dessus, à nouveau, un consortium de banques se remet en place. Ils essayent de mettre en place une troisième banque centrale, la Banque fédérale. On ne dit plus la Banque des États-Unis, on dit le système fédéral, avec différentes banques régionales. Ça passe plus vite, ça passe mieux, c'est plus facile à passer. Et là, qu'est-ce qui se passe? En 1910, ils essayent de faire passer un projet de loi qui est refusé par le Congrès. Et à Noël 1913, avec la complicité de Woodrow Wilson, le président du moment aux États-Unis, ils font passer le Federal Reserve Act qui approuve et qui entérine la création de la fédérale américaine, de la Banque fédérale américaine, du système fédéral de banque centrale américaine, qui est toujours là, qui fonctionne toujours et qui imprime les billets pour le gouvernement américain et qui fait
et qui achète avec ces billets des bons du Trésor américain, lesquels bons du Trésor sont porteurs d'un intérêt. Donc les citoyens américains payent un intérêt sur leur propre création monétaire. Voilà où on en est pour l'instant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce pouvoir de la création monétaire, c'est un pouvoir qui a été en permanence dans le monde entier, tout le temps, un enjeu central de conflits, de pouvoir et de guerre. Jusqu'à maintenant, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Si l'Allemagne, là j'aborde des sujets très chauds, très pointilleux, mais si l'Allemagne a connu une progression extraordinaire entre 1929-1930 et 1933, l'élection d'Hitler, et le début de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien c'est parce que le ministre des Finances d'Hitler, il avait compris que la création monétaire, c'était un outil de pouvoir extraordinaire et c'était un outil de domination extraordinaire. C'est comme ça que l'État allemand de l'époque a pu financer cette croissance que le monde entier appelait le miracle allemand et qui a évidemment permis à Adolf Hitler de financer sa folie furieuse, de financer son armement, de financer son industrie, de remettre tout le monde au travail en les faisant bosser sur des routes, sur des centrales d'énergie, sur évidemment des usines d'armement, ce qui fait qu'il avait un pouvoir extraordinaire sur sa population. Donc la monnaie, c'est extrêmement dangereux. C'est le pouvoir absolu de maîtriser l'économie, la guerre, le futur et la population. Et donc, ce que nous apprenons, ce que nous pouvons apprendre de l'histoire, je vous passe rapidement l'exemple de Kennedy, qui, dit-on, avait signé 5 mois avant son assassinat l'ordre 11110, qui autorisait l'État américain à imprimer de la monnaie libre de dette et à la dépenser pour des projets nationaux. Il a été assassiné 5 mois après. Évidemment, c'est une coïncidence. Mais c'était encore un essai de reprendre au nom de l'État le pouvoir de la création monétaire, c'est-à-dire le pouvoir de créditer ce qu'on veut et de refuser de créditer ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire de créer le futur commun, de donner de l'argent à ce qu'on veut qui existe. C'est le pouvoir de la divinité. C'est le pouvoir de créer le futur. Et donc évidemment, en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les accords de Bretton Woods, qui sont un accord qui donne aux États-Unis, les grands vainqueurs de la guerre qui disposaient à l'époque, qui avaient réussi à amasser toutes les réserves d'or à l'époque, qui donne aux États-Unis le pouvoir de donner au dollar américain le statut de réserve mondiale, et donc qui donne aux États-Unis le pouvoir de créer le futur que les États-Unis désirent pour le monde entier. Puisque en obligeant le monde entier à utiliser le dollar que je produis moi-même à coût nul, sans avoir produit quoi que ce soit en échange, je n'ai pas besoin de produire quelque chose pour recevoir de la monnaie en échange, comme tout le monde, comme les particuliers, comme les ménages, comme les entreprises, comme les collectivités locales et comme les États en Europe. Je n'ai pas besoin, si c'est moi qui crée la monnaie, de produire quoi que ce soit, puisqu'il me suffit de créer de la monnaie. Donc les Américains donnent au dollar ce statut-là, ce qui permet aux États-Unis de dominer le monde depuis cette époque-là. Et donc là, on le voit là maintenant de nos yeux, dans le présent. Quels sont les pays qui restent où il n'y a pas encore de banque centrale qui possède le privilège d'émission monétaire, où c'est encore l'État ou une banque centrale contrôlée par l'État qui crée la monnaie. Les derniers pays qui restent, c'est la Corée du Nord, c'est Cuba et c'est l'Iran. Et donc très curieusement, on s'aperçoit que 2 accords, pas avec la Corée du Nord, mais 2 accords fondamentaux viennent d'être signés entre les États-Unis et 2 pays clés. L'accord sur la fabrication d'usines nucléaires civiles avec l'Iran, et un accord pour lever le blocus
du commerce multilatéral avec Cuba. Et donc, évidemment, l'Irak, qui n'avait pas encore de banque centrale en 2004, en a une maintenant. La Libye, qui n'avait pas encore de banque centrale en 2011, a maintenant une banque centrale. C'est d'ailleurs la première chose qui a été mise en place à Benghazi, alors même que le gouvernement libyen de remplacement n'était pas encore en place. Au Soudan, en 2011, il n'y avait pas de banque centrale. Ça s'est fait d'une manière très subtile, pratiquement sans qu'on en parle. Et donc, il y avait l'Afghanistan en 2003 qui n'avait pas de banque centrale, qui a maintenant une banque centrale. Et donc, toutes ces banques centrales-là, écoutez bien, elles fonctionnent sous la direction pyramidale de la Banque des règlements internationaux, qui se trouve à Bâle, en Suisse, et qui ne dépend d'aucun gouvernement, et dont les avoirs sont insaisissables par quelque gouvernement du monde que ce soit. Donc c'est un système totalement indépendant de toute pression et de tout pouvoir politique. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme. Et donc le projet final, c'est d'avoir un système hiérarchisé et complètement distribué de banques centrales dans tous les pays, sous la direction de la Banque des règlements internationaux à Bâle, et toutes les banques centrales contrôlent le réseau des banques commerciales qui, au niveau final, créent la monnaie par le crédit bancaire et par les achats bancaires. Et du coup, à chaque fois qu'une banque acquiert un titre de dette, que ce soit un particulier, un ménage qui s'endette, elle paye par création monétaire, quoi que ce soit qu'elle achète, que ce soit un salaire d'un ouvrier ou d'un employé qui travaille pour elle, elle paye par création monétaire. Et quels que soient les achats de bons du trésor que font les banques centrales ou les banques commerciales, elle paye par création monétaire ou par transfert d'une monnaie qui a été créée en amont par achat d'un titre de dette. Donc l'ensemble de la population non bancaire, l'ensemble des agents non bancaires est endetté auprès de la Banque centrale. Donc c'est vraiment un système d'esclavage, un système de domination, d'exploitation. Voilà, c'est vraiment un système d'exploitation, mais pas au sens informatique. Voilà, c'est un système d'exploitation au sens propre qui permet à un secteur particulier de l'économie, par le biais de l'intelligence, par le biais de la comptabilité, par le biais du contrôle de l'enseignement de l'économie, des médias, des gouvernements, de la politique et de tout le reste de la société. C'est un système qui permet à un secteur particulier de l'économie de vivre aux dépens de tout le reste de l'économie. Donc c'est un système extraordinaire qui est absolument invincible. Voilà, nous sommes vraiment dans la situation d'un otage dans la cave d'un psychopathe ou d'un tueur en série, et évidemment, nous ne pouvons pas affronter le psychopathe, le tueur en série, de front. C'est impossible. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de trouver des moyens de creuser un petit tunnel ou de nous détacher pour foutre le camp, pour se protéger et pour, à travers de nouveaux systèmes en peer-to-peer sur lesquels nous pourrons compter les uns sur les autres, grâce auxquels nous pourrons, si nous le souhaitons, mesurer nos échanges sans avoir besoin de la monnaie, sans avoir besoin de louer de la monnaie, ni même d'en utiliser. Le but de ce que je suis en train de vous dire, c'est d'échapper totalement à la notion même de monnaie. La monnaie, comprenons-le bien, c'est une émission d'unités monétaires de manière frauduleuse pour obliger l'ensemble des populations à utiliser des unités monétaires existantes pour faire leur comptabilité mutuelle. Nous n'avons pas besoin d'acheter ni de louer des chiffres pour faire nos comptes mutuels. Nous n'avons pas besoin, pour faire de la comptabilité, d'acheter ou de louer des chiffres
aux comptables. Nous n'avons même pas besoin de comptables. Nous pouvons faire nos comptes nous-mêmes, entre nous, si nous le souhaitons, et donc nous échappons d'une part à la domination du comptable, et d'autre part à la croyance d'avoir l'obligation de lui acheter des chiffres pour les faire, pour les tenir, nos comptes. Donc voilà là où je voudrais vous amener, voilà ce que je voudrais vous amener à comprendre, c'est que nous faisons des comptes, alors que peut-être nous n'avons pas besoin de faire des comptes, parce qu'au bout du compte, c'est le don mutuel qui doit finalement, vous le savez bien, comme quand on est avec nos propres enfants, le don mutuel, sans compter l'amour inconditionnel qui doit finir par émerger, qui doit finir par arriver un jour. Aimons-nous les uns les autres, on le sait depuis le début, mais nous sommes tellement arnaqués, dominés, maltraités, tués, menacés à longueur de journée depuis quelques siècles, que nous avons perdu l'habitude de nous entendre et de nous respecter et de nous faire confiance. Nous avons pris la très mauvaise habitude d'avoir peur. Mais c'est pas les uns des autres que nous avons peur. Nous avons peur du pouvoir. Nous avons peur du centre de pouvoir qui nous oblige, par la force, à accepter ce marché de dupes, comme nous l'avons déjà expliqué plusieurs fois. Donc, voilà ce qu'il faudrait que nous arrivions à comprendre, c'est qu'il nous suffit de construire, de développer et d'adopter nos propres systèmes indépendants, en peer-to-peer, symétriques, entre nous, pour tout de suite, tels des otages qui échappent à leurs bourreaux, nous retrouver dans les champs, en liberté, et vivre de nos productions réciproques si nous le souhaitons, acquérir notre autonomie si nous le souhaitons, et si nous le souhaitons, produire des choses qui nous intéressent et nous les vendre et nous les acheter réciproquement, éventuellement en tenant nos comptes mutuels. En peer-to-peer, sans monnaie, sans avoir besoin de cet outil du XXe siècle, du deuxième millénaire. Nous sommes dans le troisième millénaire, la monnaie est morte, si nous le voulons. Voilà. Ciao ciao les amis, à bientôt, à la prochaine fois, bye bye.